Alors bonjour. Après une journée de discussion sur l'Europe, il est l'heure de se retrouver pour ce dialogue de clôture avec notre invité, l'écrivain Laurent Godet. C'est un homme de légende, comme nous le rappelle son dernier roman, Salina, Les Trois Exils, et un homme de terrain. Il a été et s'est rendu dans les camps de réfugiés du Kurdistan irakien, il a été dans la jungle de Calais, il a été à Haïti aussi. Et il en a rapporté une expérience qu'on retrouve dans ses livres. Prix Goncourt des lycéens pour la mort du roi Tsongor, prix Goncourt tout court pour Le Soleil des Scortas. Il s'apprête à publier ceci, un long poème humaniste où il retrace l'histoire de l'Europe, fille de l'épopée et de l'utopie, comme il l'écrit, pour répondre à la question « Qui sommes-nous ?» Il a réfléchi à son sentiment d'appartenance à lui et donc un peu aussi au nôtre. Qui sommes-nous? Héritiers de quel passé? Traversés par quels tourments? Porteurs de quelles utopies? Enfin, que voulons-nous? Nous, l'Europe, banquet des peuples, c'est un ouvrage, un essai sous forme de poème qui paraîtra le 1er mai prochain chez Actes Sud et qui sera mis en scène à Avignon l'été qui arrive. Parce que oui, l'été arrive et l'élection avec, ce sera le 26 mai. Bonjour à vous, Laurent Godet. Bonjour. Vous évoquez d'ailleurs dans ce livre un sentiment d'urgence. Urgence à faire entendre la voix de cette épopée commune. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Ça, c'est Paul Valéry qui l'écrivait il y a un siècle. Nous, l'Europe, lui répondez-vous, avec un siècle de distance. Nous, l'Europe, nous dirons peut-être un jour que nous sommes nés dans un monde désormais englouti. Les civilisations sont fragiles, elles l'ont toujours été. Alors, première question, Laurent Godet, et si l'Europe disparaissait, ça a l'air d'être maintenant une chose probable, possible en tout cas à vos yeux, plausible. Vous ne voulez pas être un témoin passif face à cette possibilité? Non, 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 j'aimerais ne pas l'être. Probable, je vous trouve un peu dur. C'est devenu possible, ce qui déjà a été, je crois, pour les gens de ma génération, une grande surprise. Parce que je fais partie d'une génération qui avait, sans trop y réfléchir, tenu pour acquis que ce serait le cadre de nos vies, en fait. Et on a découvert, en fait, assez vite, de manière assez accélérée, si je puis dire, que l'histoire avec un grand H rendait aussi ce genre de dislocation possible et qu'on serait peut-être effectivement la génération, si ce n'est de la disparition immédiate, mais en tout cas d'un début de refus, de dislocation, etc. Mais la bataille n'est pas pliée, donc probable non. Vous avez dit, vous dites que vous n'écrivez pas très vite, que vous prenez votre temps pour écrire. Alors je me demandais entre le début, les premières lignes, les premiers mots posés pour ce poème et la fin, est-ce que votre profil d'Européen a évolué? Quel Européen étiez-vous et quel Européen vous sentez-vous être aujourd'hui? Bah, c'est la question de la conviction, c'est-à-dire j'étais un Européen sans y penser, en adhésion Malgré vous? voilà, non, mais parce que ça me semblait naturel de l'être, et puis parce que je n'y mettais pas de charge plus que ça. Et puis je pense que maintenant, effectivement, vu le contexte historique, vu les enjeux d'aujourd'hui, il y a une nécessité pour ceux qui croient que ça reste quand même la plus belle aventure du XXe siècle et de ce XXIe naissant. Il y a la nécessité d'y mettre un peu plus de conviction et un peu plus de combat dans le combat des idées et le combat politique ou artistique. Donc c'est ce petit changement-là, mais je crois être de ce point de vue-là assez représentatif, encore une fois, de ma génération ou simplement de l'époque. C'est-à-dire que la question se posant d'une éventuelle disparition, en tout cas d'un éventuel déclin du projet européen, alors il faut simplement faire un peu le compte des troupes et savoir qui est pour et qui est contre. Et ça, c'est une invitation qui nous a été faite par l'histoire. Et c'est un déclin civilisationnel que vous évoquez. Vous êtes moins sur la question politique, moins sur la question économique que sur le champ des civilisations, des cultures aussi. Mais ça, c'est en pensant à l'histoire parfois lointaine. On le sait quand on regarde le passé. Il y a eu des moments historiques qui maintenant, puisqu'on est loin d'eux, nous semblent comme des petites fenêtres d'humanisme ou d'équilibre. Je pense à la civilisation arabo-andalouse, par exemple. Et puis voilà, ça n'a pas duré. Donc est-ce que l'aventure européenne, in fine, ce sera
une chose de cet ordre-là, ou est-ce qu'au contraire c'est acquis et ça va évidemment évoluer, se transformer au gré des époques, mais il y a un socle sur lequel on ne reviendra pas. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre et auquel aucun d'entre nous ne peut répondre, et c'est nos forces ensemble qui donneront la réponse. Et ce socle, il est fait de quoi ? C'est une des grandes questions. C'est ce qui, je trouve, le plus vertigineux en fait avec cette question de l'appartenance européenne. C'est que je pense qu'on est tous assez facilement dans la difficulté de définir cette identité alors qu'on la ressent en fait. Et c'est ce paradoxe-là que je trouve intéressant et en même temps un peu vertigineux. Je pense qu'en fait, cette identité, elle existe et elle n'est pas très compliquée à aller chercher. On est quand même la seule zone aussi grande sur la planète qui a en commun par exemple, un espèce de souci humaniste de mettre en avant, je ne sais pas moi, la fin de la peine de mort, le droit des femmes, l'avortement, toutes ces choses-là ne sont pas encore complètement uniformes en Europe. Mais si on regarde par rapport aux autres continents ou aux autres coins du monde, c'est vrai qu'on se rend compte, par effet boomerang, que ça nous définit en fait, ça nous définit profondément, et je crois qu'on sous-estime aussi l'attachement que chaque individu européen a à ces choses-là qui se sont construites pendant tout le XXe siècle et même avant en fait. Donc, mais ce qui est très étonnant et assez déceptif, c'est que ça n'est jamais brandi comme une bannière en fait. C'est peut-être ce saut-là qu'il faut maintenant faire, c'est-à-dire effectivement cet humanisme européen qui existe et qui ne date pas d'aujourd'hui, au fond, c'est notre identité. Et ça n'est pas larmoyant et bien pensant, ça peut être un humanisme extrêmement combatif sur les questions sociétales, sur les questions de droits humains, etc. Vous évoquez ces moments ou ces mouvements d'émancipation que l'Europe a connus. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'on serait dans une phase de régression ? Et pour poser la question autrement, puisque c'est le thème de ce forum aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un moment de vérité pour vous, un moment où nous serions peut-être dans un tournant de ce grand mouvement de fond tel que vous le décrivez, qui depuis plus de 50 ans bâtit un pays plus grand que nos 27 nations réunies ? Oui, moi je crois qu'on est dans un moment assez pivot et il est bien difficile de dire de quoi sera fait demain. Je pense pour plusieurs raisons. J'en vois deux notamment. La première, c'est que je crois que pendant très longtemps, la question de la paix a été la réponse naturelle, immédiate et d'ailleurs tout à fait légitime à la question du pourquoi la construction européenne. Or, à mon avis, cette réponse, cette justification d'une certaine manière à l'Europe n'est plus opérante, non pas qu'elle ne soit pas légitime, elle l'est évidemment, mais quand on dit à des jeunes gens de 20 ans qui vivent en Europe aujourd'hui qu'au fond c'est formidable parce que grâce à l'Europe on vit dans la paix, je pense que ça ne prend plus. C'est bien dommage, mais ça ne suffit plus. Donc, et ça c'est nouveau, parce que pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, cette question de la paix, elle était sensible pour chacun d'entre nous. On savait, enfin moi j'y étais pas, mais les gens, je pense, les Européens savaient très bien qu'elle était fondamentale. Donc c'est un pari, c'est un enjeu extrêmement important pour l'Europe de nourrir maintenant le désir européen d'une autre question qui ne peut pas être uniquement la paix. Je pense qu'il faut passer à l'Europe de la fraternité maintenant. Mais ça, c'est ma théorie personnelle, c'est-à-dire que la paix, c'est très bien, on va essayer de la garder, mais visiblement, ça ne suffit plus à emballer les peuples. Et je pense que la question de la fraternité, je dis fraternité parce que ça englobe à la fois la question de la solidarité sociale, la question du progrès social, la question de la fracture, essayer de faire en sorte que l'Europe ne meurt pas sur la question de la lutte des classes, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait une Europe riche, marchande, qui se porte bien, et puis une autre Europe qui, en fait, ne vit aucun des bénéfices de la construction européenne. Cette question-là me semble maintenant fondamentale. Et pour finir de répondre à votre question, il y a une autre chose qui fait que pour moi on est dans un moment pivot, c'est la question du désir, qui n'est pas une question très politique, mais parce que la politique ne sait pas très bien comment faire avec ce mot-là, mais s'il n'y a pas de désir des peuples européens, c'est fini, on pourra dire au revoir à l'aventure. Or, voilà, la question de comment renouer avec une passion civique, avec un désir citoyen sur la question européenne, je pense que c'est dans les 10 prochaines années qu'il faut commencer à trouver des éléments de réponse. Sinon, effectivement, le divorce avec les peuples se confirmera et l'Europe ne peut pas avancer si elle n'embarque pas avec elle ses propres peuples. C'est pas possible. Il y a un besoin de mots nouveaux que vous formulez aussi à travers ce long poème, besoin de
renouveler le désir et la manière de le formuler, de repenser l'Europe. Mais vous avez aussi cette idée qui est assez juste de dire que depuis plus de 50 ans, l'Europe a été un laboratoire du compromis. Par exemple en matière économique, par exemple aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Demain, on va avoir besoin de cette formule qui a pu être expérimentée depuis 50 ans en Europe. Oui, je crois beaucoup à ça. On dit beaucoup de mal du fait que l'Europe, ayant nécessité sans cesse d'être d'accord, prend du temps, c'est toujours compliqué, c'est toujours long, c'est toujours un peu décevant parce que c'est jamais très tranchant, très rapide, il faut se mettre à plusieurs autour d'une table, etc. Et si on renversait la chose et qu'on disait oui, peut-être, certes, mais en même temps, ça fait qu'effectivement, en Europe, ça fait plus de 50 ans qu'on a appris à travailler en groupe, qu'on a appris ce que c'était qu'une concertation permanente. Alors, elle est insatisfaisante, elle est laborieuse, certes. Et je crois, pour reprendre ce que vous disiez, effectivement que de ce point de vue-là, on a de l'avance sur le reste du monde. Or, comme on sait que la planète s'est réduite et qu'il y a énormément de domaines de réflexion et d'action qui, dorénavant, seront à envisager d'un point de vue global, le rapport à l'écologie, le rapport aux ressources, aux matières premières, toutes ces choses-là, on ne va plus pouvoir les traiter de manière nationale. Donc je pense que dans les décennies, voire les siècles à venir, le monde aura de plus en plus l'absolue nécessité de la concertation entre plusieurs États. Et de ce point de vue-là, l'Europe aura peut-être un peu d'avance. Et ce qui est aujourd'hui vécu si souvent comme un défaut, en fait, peut aussi se lire comme une sorte de qualité. On a appris depuis longtemps la concorde et la discussion. À quelle époque, en quel lieu a-t-on vu semblable aventure politique, écrivez-vous, Laurent Godet, 27 nations décidant de faire un grand banquet des peuples? On pourrait vous objecter quand même à ce moment-là que les peuples sont justement les grands oubliés de ce banquet et que c'est peut-être là le problème de l'Europe aujourd'hui. En tout cas, c'est cette frustration qui est régulièrement exprimée depuis quelques années, que ce soit dans les urnes ou dans la rue, que seule l'élite profite des bons mets qui sont préparés en cuisine pour ce banquet par une brigade de technocrates assez froids, éloignés aussi du sentiment et des affects des peuples. Alors comment expliquer ça? Est-ce que c'est pas finalement une des fautes originelles de l'Europe? Parce qu'à travers ce poème, on comprend aussi qu'elle n'a pas été conçue avec les peuples. Peut-être pour, mais pas avec les peuples, cette Europe. Bien sûr, et on ne peut pas me l'objecter au sens où je le dis moi-même, et je comprends ce que vous dites, hein, mais je mets le doigt dessus. Je pense qu'effectivement, comment dire ça, à l'origine, je ne sais pas si c'est une faute originelle, parce que je ne sais pas si c'est une faute. Je pense que à ce moment-là de l'histoire, il fallait faire comme ça. Effectivement, les fondateurs de l'Europe se sont passés de la passion des peuples à ce moment-là. C'est très étonnant quand on regarde un petit peu l'histoire en général. Très souvent, un changement de régime, dans quel que soit le pays, s'accompagne de manifestations dans la rue. Le peuple a toujours son mot à dire, et heureusement d'ailleurs. Quand on regarde la construction européenne, c'est vrai que ça s'est fait par des gens qui avaient un profil plutôt de grands fonctionnaires d'État, évidemment avec l'aval des différents pays, mais des gouvernements des différents pays et pas tellement des peuples. Sauf qu'il faut rappeler quand même que s'ils ont fait ainsi, c'est aussi parce qu'ils sortaient d'une époque où on savait où avait mené la passion des peuples. La passion des peuples, elle avait mené au meurtre et au grand suicide de l'Europe. Donc je pense qu'on ne peut pas le reprocher rétrospectivement. Simplement, c'est un fait, et c'est vrai que l'Europe, du coup, n'a encore jamais su faire avec la passion de ses propres peuples, parce qu'elle les a tenus éloignée d'elle-même par peur, parce qu'elle venait d'une époque où effectivement la fascination vers un seul homme avait mené au régime nazi et à d'autres régimes dans d'autres pays. Donc au fond c'est une caractéristique, mais je pense que la crise actuelle montre bien que c'est une caractéristique qui ne pourra pas durer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir comme ça pendant encore 50 ans, effectivement comme vous le disiez très justement, en tenant éloignés les peuples, voire pire, en considérant que ce n'est pas si grave si tout le monde ne profite pas des mets les meilleurs au banquet. Donc à un moment donné, il va falloir accepter et avoir le courage politique de réintroduire les peuples autour de la table. Et c'est extrêmement périlleux, parce qu'on sait que ce sont des moments
de déséquilibre possible. Les peuples en général peuvent être volatiles, colériques. Ça fait partie de l'histoire du monde. Donc je pense que l'Europe est dans ce moment un peu d'équilibriste où elle sait qu'elle ne pourra pas faire sans et en même temps elle a très peur d'ouvrir la porte parce que voilà, ça ne sera pas confortable. Faire revenir les peuples au cœur de l'Europe, inviter l'utopie et la colère, car rien, jamais ne se fait sans eux. L'Europe s'est trop longtemps tenue éloignée du corps bruyant des peuples. Elle avait peur de leur mauvaise humeur. Vous faites recours, vous avez recours aussi à l'histoire tout au long de ce poème pour tenter de comprendre comment ce sentiment d'appartenance, le vôtre, s'est constitué, comment il pourrait s'expliquer aujourd'hui et surtout, puisqu'on parle d'utopie, comment opérer ce retour aux sources pour voir où nous allons. Vous pensez vraiment que le passé peut devenir une boussole pour l'avenir ? J'aimerais le croire. Il y a énormément de démentis de cela, mais ça, c'est une question qui est vieille. Alors là, comme l'Antiquité, déjà, Thucydide, premier historien, disait que ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il voulait offrir à l'humanité et aux générations à venir ce qu'il appelle en grec un ktema esae, c'est-à-dire un acquis pour toujours. Son œuvre, à lui, était là pour faire acquis pour toujours. C'est un merveilleux projet de considérer que réfléchir et serait donné à l'humanité pour toujours. Bon. La réalité est un peu plus sinistre et nous pousse au pessimisme. Des plus jamais ça, il y en a eu très souvent. Et malheureusement, ça montre bien, la répétition du plus jamais ça montre bien la limite de ce même plus jamais ça. Donc on avance effectivement avec le désir toujours de croire que regarder ce qui s'est passé derrière, construire une réflexion sur notre propre histoire peut servir à éclairer non seulement le présent, mais même à nous donner une boussole pour l'avenir. Mais voilà, on est bien obligé de constater que c'est plus compliqué que ça. En même temps, pour vous répondre, ne pas le faire serait terrible. C'est-à-dire refuser de réfléchir, c'est sûrement pas la bonne solution. Donc, est-ce que vous vous êtes rassuré à regarder comme ça dans le rétroviseur ? Parce que vous écrivez notamment qu'il n'y a pas d'époque paisible. En retraçant ce fil du passé, vous avez aussi remarqué que l'inquiétude des peuples revient comme un mouvement de balancier dans l'histoire. Moi, j'ai appris des choses en regardant le passé. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas il y a un an avant de commencer. Effectivement, de ressenti. Je ne parle pas de faits historiques. Là, j'en ai appris plein et j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais juste effectivement, par exemple, cette idée, quand on déroule l'histoire européenne sur un siècle, on se dit, mais en fait, il n'y a pas eu d'époque tranquille. C'est pas vrai. Donc ça met en perspective ce qu'on est en train de traverser, non pas pour minorer l'intensité des crises actuelles, mais simplement de dire, oui, c'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, mais ceux qui nous précédèrent avaient affaire à d'autres enjeux et ceux d'avant encore, et chacun était compliqué. Donc ça permet aussi de garder peut-être un peu son sang-froid ou de ne pas avoir peur de ça. Et puis il y a une autre chose qui m'a frappé en me promenant comme ça dans l'histoire européenne, c'est que quand on l'aborde, chaque période est vraiment profondément épique, tumultueuse, tragique. Et on le voit d'ailleurs dans la fiction. Le cinéma, la littérature s'emparent alors, de manière morcelée de tel épisode, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le bloc de l'Est. Toutes ces choses-là nourrissent très bien, par exemple, la fiction. Pourquoi est-ce que, quand on envisage l'histoire européenne de manière globale, on ne ressent pas cette épopée, on ne ressent que de l'ennui? Parce que c'est la première chose que vont vous dire les gens. Moi, quand je dis, tiens, je travaille sur l'Europe, on me dit, ah, j'ai senti que dans le regard de mes interlocuteurs, il y avait une espèce de petit bon courage. C'est quand même terrible que cette histoire-là, qui prise bout à bout, est toujours intense, passionnante, tragique. Et mais alors, quand on la raconte de manière plus globale, on a l'impression qu'on a affaire avec que de l'ennui. Non, non, c'est passionnant du début jusqu'à la fin. Et on ne se ressent pas, je trouve, aujourd'hui, comme les fils et filles d'une histoire tumultueuse et passionnante. Il y a quelque chose de plus assis, de plus perdu, de plus repu, peut-être. D'où ce banquet, vous voulez remettre de la chair, vous voulez remettre de l'élan, vous voulez remettre de la colère et du désir aussi. Alors vous vous posez en ouverture de ce poème épique, Nous, l'Europe, cette question. Sommes-nous vieux? Sommes-nous jeunes? Quel âge avons-nous vraiment? On peut se tourner vers le public du grand amphithéâtre de la Sorbonne qui est avec nous aujourd'hui. Quel âge, d'après vous, avons-nous? J'entends pas. Tout jeune, on est tout jeune, on est très jeune. Alors pour vous, Laurent Godet, je vous donne sa réponse. Il dit
Palerme, le 12 janvier 1848. Ce serait notre date de naissance. Pourquoi? On est beaucoup plus vieux qu'on en a l'air, en fait. Hein. Ah ben moi, je trouve ça assez jeune, à dire vrai. Je me suis dit, je vais pas remonter au grec. Donc, j'ai choisi Palerme 1848, qui est le premier soulèvement qui fera naître le printemps des nations, c'est-à-dire les révolutions de 1848. J'ai choisi cette date pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que c'est à ce moment-là que naît un mouvement qui fera se constituer les pays tels qu'ils sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, pas en 1848, mais ça démarre là, et puis vont naître l'Allemagne, l'Italie, tels qu'ils sont encore un peu près comme ça. Si j'étais remonté plus loin, c'était étrange parce que c'est être face à une Europe qui n'a pas grand-chose à voir ni dans ses frontières ni dans ses régimes avec l'Europe d'aujourd'hui. Donc c'était une manière je pense que c'est l'origine de l'Europe moderne en tout cas. Et puis l'autre point qui me tient à cœur, c'est que 1848, en tout cas pour l'élève que j'étais au lycée, c'est une date qu'on escamote un peu en France. Je pense qu'on passe beaucoup de temps sur la Révolution française, et on a bien raison, et puis on est un petit peu attiré et happé par la Commune. Et donc 1848, en gros, moi j'avais vaguement le souvenir qu'on nous avait appris que c'était une révolution, mais que ça n'avait pas donné grand-chose. Or, quand vous regardez chez nos voisins européens, 1848, c'est une date fondamentale. Effectivement, par rapport à la France, peut-être pas, mais en Italie, en Allemagne, la date qui compte, c'est 1848. C'est là qu'il y a un printemps des peuples. Et donc, c'était aussi une manière, pour moi, de choisir cette date-là, c'était aussi choisir une date qui n'est pas franco-française et s'ouvrir aussi un peu sur la curiosité de nos voisins. Parce que vous auriez pu choisir aussi l'après-guerre ou l'entre-deux-guerres, l'après-guerre, les monnaies, les Bien Schuman, sûr, les bien grandes sûr. déclarations, l'Europe politique. C'est pas cette Europe-là que vous avez. Non, parce que je voulais nous relier à la révolution industrielle. Je pense qu'il y a beaucoup d'échos entre la fin du 19e siècle, enfin le 19e siècle et aujourd'hui. L'énorme révolution profonde de tout qu'a été cette révolution industrielle, avec des nouveaux métiers, avec un nouveau rapport à la planète, avec le début de ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire le questionnement de est-ce qu'on peut comme ça pomper sans cesse du charbon ou autre chose. Toutes ces choses-là font écho, je trouve, à aujourd'hui et me semblent indiquer que parce que nous vivons aussi une révolution, alors qui est aujourd'hui numérique, mais on a peut-être beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé à ce moment-là dans le monde, et puis c'était beaucoup l'Europe, c'est-à-dire un espèce de mélange absolument phénoménal d'invention, de progrès objectif, mais aussi de soumission, parce que c'est aussi là qu'on a inventé les prolétaires d'une certaine manière. Donc ça me semblait aussi être une boussole possible pour regarder aujourd'hui, sans culpabiliser le public ou nous-mêmes, mais on ne peut pas imaginer une seule seconde que la révolution numérique ne créera pas son lot de prolétaires. Il faut réfléchir à ça. Il y a aujourd'hui des pays prolétaires. Nos téléphones portables, nos tablettes sont pleines de matières qu'on ne trouve pas en Europe, qu'on va chercher ailleurs. Donc toutes ces choses-là font écho, je trouve, de manière intéressante. Mais c'était pour moi important de commencer au 19e. Voilà, et sur ces travailleurs du clic, je vous renvoie vers le dernier livre d'Antonio Casilli à ce sujet. Donc, notre monde commencerait là, au 19e, avec aussi l'invention des machines, avec cette parade du progrès, avec l'expansion des villes, et se poursuit aussi avec la colonisation. Pendant des siècles, écrivez-vous, nous avons mangé le monde. Comme nos pays étaient trop petits, nous avons inventé la conférence du découpage. Vous faites allusion à la conférence de Berlin, à Bismarck, à toutes ces années-là. Ça veut dire que l'Europe est aussi née d'un sentiment, d'un besoin, d'une volonté de domination et de compétition. Ça, ces désirs-là, ils ne sont pas nouveaux pour vous, Laurent Godet? Non, et c'est une chose qu'on ne demande jamais à ceux qui prônent une sortie de l'Europe, où on ne nous dit jamais à quoi on va revenir si on quitte la construction européenne. Moi, je veux bien qu'on revienne aux nations, mais pour m'être un peu promené dans le 19e, je pense que les nations, à ce moment-là, c'était la compétition permanente. C'était Paris, Berlin et Londres qui se tiraient la bourre sur tout. L'économie, la politique, même l'archéologie. Hein. On essayait de prendre le plus de choses possible en Égypte pour que ça soit au Louvre et pas au British Museum. Enfin, tous les domaines étaient des domaines d'ultra-compétition. C'est à ça qu'on reviendra si on brisait demain la construction européenne et que chacun revenait dans son petit pays. La nation, c'est la compétition.
Donc, si on le fait, faisons-le sciemment. Moi, je pense que justement, la construction européenne nous préserve encore un peu de cela. Mais ceci dit, ça pose une question que je trouve fondamentale et qui est belle, qui est énorme et à laquelle je ne sais pas quand est-ce qu'on répondra. C'est, vous l'avez dit, je pense que le 19e siècle a été effectivement un siècle d'appétit et donc de prédation, notamment de l'Afrique avec la conférence de Berlin, etc. Quel est le projet aujourd'hui de l'Europe ? On entend parfois dire il faut une construction européenne, comme ça on pourra parler d'égal à égal avec les États-Unis et la Chine. Est-ce que c'est ça le projet qui veut nous embarquer, c'est-à-dire être un des grands et pouvoir écraser les petits? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que c'est uniquement le désir de nous ramener à la grande table parce qu'on aurait peut-être un peu perdu notre position qui va nous faire aimer l'Europe? Moi, je crois qu'il y a là quelque chose de plus ouvert et auquel on peut répondre de manière plus utopique. Après, on verra ce que le réel gardera de tout cela. Mais et si l'Europe était une zone possible de construction de bonheur pour ses citoyens sans être dans la bonne vieille domination qu'on a déjà connue? Et je le dis dans le texte, quand c'était nous qui dominions le monde, on n'était pas exemplaires. Hein. Donc moi c'est pas ça qui me donne envie de me dire, tiens, grâce à la construction européenne, je pourrais, en tant que citoyen européen, avoir le sentiment de régner à nouveau. Moi, régner n'est pas un but. Donc cette chose-là aussi, c'est une question que je trouve importante de poser. Au fond, le projet européen, est-ce qu'il est de retrouver uniquement son rang? Moi, ça ne me fait pas vibrer. Je trouve qu'il y a mieux à inventer. Puis l'épopée européenne va traverser le XXe siècle. On va revenir sur quelques moments, mais l'Europe, peut-on dire, a d'abord perdu le sommeil. Ensuite, l'Europe est descendue dans les caves à jazz où les heures ne comptaient plus, comme vous l'écrivez. Il était temps de dire non, plus jamais ça, de vivre aussi avec appétit et de rester réfractaire à tout le reste. Et la guerre est revenue par la suite avec la Deuxième Guerre mondiale et l'indicible, l'horreur que l'on connaît. Là, votre poésie, parce qu'on n'a pas encore parlé de la forme que prend ce texte dans le détail, on a le sentiment que pour parler de cette période, vous perdez vos mots. Laurent Godet, est-ce que, comme Adorno, vous estimez que sur Auschwitz, sur la Shoah, la forme du poème que vous avez choisi pour décrire cette épopée européenne devait s'arrêter et laisser place à une forme de silence? Oui, c'est un moment que j'ai voulu le plus laconique possible, avec peu de mots. Enfin, plus on avance dans cette période, dans la description de cette période-là, plus les mots se font rares. Et puis surtout, j'y viens par... en fait, je me souviens, quand j'étais lycéen, j'ai eu la grande chance, et c'est encore très précis dans mon esprit, de voir, d'assister à une conférence de Claude Lanzmann qui venait nous parler de son film Shoah, juste avant la projection du film. Et Claude Lanzmann avait dit cette très belle chose, qu'on ne pouvait parler de la Shoah que de manière par cercles successifs, comme ça, jamais aller tout droit à la chose, mais l'approcher, essayer d'en dire quelque chose, et puis repartir d'un cercle plus large, et puis revenir. Et cette idée-là me semble assez juste, c'est-à-dire que que dire de cela? On ne peut pas dire grand-chose, et pourtant il faut quand même. Ça, c'est un autre enjeu vis-à-vis de l'Europe. On arrive à cette période qu'on avait prévue, dont on le savait qu'on aurait rendez-vous avec, qui est qu'il va falloir maintenant porter la mémoire de cet épisode historique qu'est la Shoah, alors qu'il n'y aura bientôt plus de survivants directs. Donc on ne peut pas juste dire, on ne peut rien en dire n'en disant rien, ça n'est pas possible. Simplement, voilà, c'est vrai que peut-être la manière la plus juste de poser des mots dessus, c'est de poser des mots et de toujours penser au silence qui doit les entourer, au creux qui doit rester, au vide, parce que c'est comme ça qu'il peut-être vibre de manière plus juste. À l'Europe de Paul Valéry, de Sandras, de Joséphine Baker va donc succéder cette Europe de l'ordre et de l'autorité, celle de Drieux-La Rochelle et de Hitler, comme les a classifiés d'une certaine manière le philosophe Régis Debray dans un court ouvrage qui vient de paraître, L'Europe fantôme, parce que l'Allemagne nazie avait aussi un rêve d'Europe, celui d'un continent soumis, écrivez-vous, Laurent Godet. C'est aussi cette Europe-là qui va donner naissance à l'Europe des apatrides. Elle n'était pas totalement nouvelle, mais il y a cette Europe des indésirables qui va vraiment se mettre en place avec au premier rang
de cette Europe-là, les juifs allemands en France, trop juifs en Allemagne, trop allemands en France. Et puis vous citez toutes ces catégories, ces populations européennes qui ont à un moment ou à un autre été sur leur propre territoire jugées indésirables. Ça nous amène à un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez déjà travaillé dessus. Je voulais vous parler de la question migratoire, de la crise des migrants, comme on l'appelle, ou des réfugiés. Vous vous êtes rendu dans des camps de réfugiés en France, mais aussi au Kurdistan irakien. Pour vous, ce qui se joue autour de la question des réfugiés depuis 3 ans, c'est une crise plus profonde encore que celle-là, qui révèle, qui dit beaucoup de l'état de l'Europe aujourd'hui, de nos fractures sur cette question, et notamment sur la question du compromis que vous évoquiez tout à l'heure. Pourquoi sur ce sujet-là, on n'a pas réussi à trouver un consensus ? Je pense qu'effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des migrants, enfin en tout cas le phénomène migratoire, nous est venu à la fois nous percuter de 2 manières. D'abord parce que c'était une crise humanitaire et qu'il fallait une réponse humanitaire, et ensuite parce que c'est une question identitaire qui nous est posée en fait. La façon dont nous allons répondre, dont nous avons répondu à la question des migrants est aussi une manière de dire qui nous voulons être ou qui nous sommes de fait. Et de ce point de vue-là, moi, c'est vrai que depuis 5 ans, 10 ans, je suis extrêmement déçu de l'attitude européenne. D'abord parce que je pense qu'on a eu une série de scènes qui étaient quasiment tragicomiques, c'est-à-dire que la réunion des copropriétaires essayant de se partager des quotas, prends-en 10 000, non c'est trop, tu veux pas prendre les miens, etc. C'est pathétique, c'est pas à la hauteur de la réponse. Et surtout ça donne l'idée, ça construit une Europe qui est une Europe en fait assez petite, mesquine et surtout très peureuse. Mais ça renvoie à une question que je trouve plus intéressante, qui est justement celle de l'identité et du sentiment d'appartenance. Pourquoi est-ce que face à un phénomène comme le phénomène migratoire, qui n'est pas simple, qui est compliqué, il n'y a pas de solution miracle, pourquoi est-ce que l'Europe ne se sent pas forte ? Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas appartenant à une entité de 50 millions de personnes capables d'encaisser ou d'avaler ce genre de phénomène ? Ça nous ramène aussi à la fragilité de notre sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que dès que quelque chose arrive de cet ordre-là, en fait, chacun réfléchit comme nation, et donc comme petite nation, pas tout à fait à l'échelle de la crise. Mais nous sommes une entité beaucoup plus vaste, et c'est cette chose-là, je trouve, qui a fortement résonné avec la question des migrants. Oui. Où chacun fait sa petite cuisine au lieu de se retrouver devant un grand banquet. Ce retour à ce que vous appelez des identités génériques aussi. Bien sûr, mais je ne dis pas ça pour accuser uniquement les gouvernements. C'est plutôt le ressenti de pas de chacun d'entre nous, mais aussi des Européens. Pourquoi est-ce que les Hongrois sont transis de peur face aux migrants ? Ils pourraient aussi se sentir appartenir à une entité forte, solide, tout à fait armée pour dépasser cette chose-là, pour y trouver des solutions. Il y a là un espèce de vertige à laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui me rend assez triste, parce qu'on a vu là qu'il n'y avait pas de force européenne. Je ne parle même pas en termes d'outils politiques, je parle en termes de ressenti individuel. Pourquoi le choix du poème ? Est-ce que pour vous, la poésie est une forme qui reste politique aujourd'hui ? Non, mais j'aimerais bien qu'elle le redevienne. Alors, c'est très modestement ma petite participation à ça. Je pense que Et vous pensez que c'est un genre qui a encore cette capacité de transmission, de partage, ou qui peut le retrouver ? D'une certaine manière, en France, en tout cas, et en Europe d'une manière plus globale, la poésie a connu le même sort que l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense qu'on peut dater ça quasiment du même moment, l'après-guerre et la dernière génération où la poésie est encore populaire. Les poèmes d'Aragon, les poèmes d'Éluard sont connus par le peuple français à ce moment-là. La chanson prend le relais et aussi aide certainement à cette diffusion-là. Depuis, et ça fait parfois des trajectoires poétiques extrêmement intéressantes et qu'il faut étudier, etc. Mais je pense qu'on peut dire quand même assez légitimement que la poésie a divorcé d'avec les peuples en France et en Europe. C'est dommage. C'est dommage, c'est une forme qui a beaucoup été politique. Lamartine, Hugo, et puisqu'on parle de l'Europe, le poète hongrois Sándor Petőfi, sont des figures aussi
politique à leur moment. Donc je n'ai pas prétention à faire ça, mais simplement ça m'a orienté vers cette idée que je ne crois pas du tout que l'Europe manque de mots aujourd'hui. Il y a les mots du monde politique, il y a les mots du monde journalistique, et c'est très bien. Par contre, l'Europe manque certainement des mots de la littérature, des mots de la poésie, et je crois qu'il y a une vertu à ce que ces mots-là soient posés sur l'Europe aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils ne trouveront pas de solution magique, mais c'est important aussi qu'ils s'en emparent, parce que ça peut faire naître une énergie, une passion. Chez les jeunes gens, vous embarquerez peut-être mieux quelqu'un avec un poème qu'avec le discours d'un homme politique. C'est comme ça. Et pourquoi déserter ce territoire-là? Moi, je n'ai pas envie que l'écriture de fiction, qui est mon territoire, déserte le monde dans lequel je vis et les grands enjeux politiques d'aujourd'hui. Je suis attirée par des sujets qui portent du tragique en eux, avez-vous dit, Laurent Godet. C'est donc le cas de l'Europe? Ah bah, ça a été son histoire jusqu'à présent, non-stop. Donc, il y a du tragique tout le temps. C'est un long chemin de souffrance jusqu'à présent, l'Europe. C'est encore aujourd'hui que ça l'est le moins. C'est encore aujourd'hui où on peut quand même décemment dire qu'on est dans une période apaisée. Je suis venu à pied dans ce très bel endroit qu'est la Sorbonne. À quelques centaines de mètres d'ici, il y avait encore pas si longtemps ce qu'on appelait le carrefour de la mort, le carrefour entre les boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Au moment de la libération de Paris, c'était le carrefour de la mort. On oublie ces choses-là, mais on vit dans des villes qui ont gardé les traces profondes des entailles de l'histoire avec un grand H. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut aussi s'asseoir sur ce moment d'apaisement que nous traversons et que nous vivons, mais qui, encore une fois, a l'absolue nécessité de retrouver une passion et un désir européen, je le crois, fondamentalement. Alors, je vous ai demandé, Laurent Godet, si vous pouviez nous inviter autour de votre grand banquet, dans vos mots, et nous lire un extrait de ce poème de Nous l'Europe, banquet des peuples, votre poème qui paraîtra donc le 1er mai chez Actes Sud. On vous écoute. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Avons-nous oublié les mots de Frantz Fanon? Avons-nous oublié qu'au regard de l'histoire, nous formons une génération? Qu'au regard de l'histoire, nous serons jugés sur notre courage ou nos démissions? Avons-nous oublié que nous ne sommes pas seulement une foule d'individus qui vont à leur bonheur, mais une entité qui doit éclairer son temps avec des idées neuves? Le mot « mission » nous fait peur, nous le trouvons écrasant, mais le rejeter ne l'effacera pas. Le rejeter, c'est simplement décider de le trahir. Grand banquet, c'est cela qu'il nous faut maintenant. De l'ardeur, de la chair et du verbe. Grand banquet, venez, soyez nombreux. Apportez ce qu'il faut pour faire bombance et débat. Elle est là notre mission. Faire revenir les peuples au cœur de l'Europe. Inventer l'utopie et la colère, car rien jamais ne s'est fait sans eux. L'Europe s'est trop longtemps tenue éloignée du corps bruyant des peuples. Elle avait peur de leur mauvaise humeur, de leurs coups de sang. Elle avait trop vécu l'aliénation collective. Elle a essayé d'inventer une entité qui naîtrait de la raison, mais ce faisant, elle a oublié la sève et découvre le risque de devenir un grand corps vide. Allez, venez, grand banquet. Il faut revenir à l'élan des peuples. Cela ne sera pas confortable ni doux. Les peuples avancent par à-coups et renversent les tables. Mais l'Europe mourra si elle se tient éloignée de la passion. Allez, dépêchez-vous, grand banquet, elle est là notre mission. Nous pouvons inventer mieux que l'administration castratrice. À bas les décrets normatifs, l'uniformisation, nous méritons de plus grands rêves. Allez, approchez. Au grand banquet des peuples, il faut dire ses colères. Je dis colère devant le quart-monde européen et la lente paupérisation à l'ombre du confort. L'Europe ne peut pas se contenter d'être un cercle hanséatique de grandes villes prospères qui s'échangent des biens et des richesses. Il y a des zones à l'abandon, tenues à l'écart de chaque avancée. Qu'est-ce que l'Europe pour elle, si ce n'est le nom du mépris? Chaque sourire de la modernité est une grimace qui les nargue. L'Europe n'aura de sens que si elle prend soin de ceux qui s'usent. Je dis colère face au mépris du vote des peuples qui parfois ont dit non, qui parfois ont rejeté ce qu'on leur proposait et dont on a méprisé la vie. Plébiscite menteur, escamotage de la voix des urnes,
Oh, l'outrage démocratique qui viole l'expression du refus. Petits arrangements d'arrière-cour dans lesquels la nation, croyant enrober son affaire, se coupe les doigts en se privant pour longtemps de toute légitimité. Je dis colère face à cette Europe qui n'arrive pas à inventer une hospitalité d'État. Les réfugiés meurent en Méditerranée parce que notre terre les fait rêver. Ils montent sur des embarcations fragiles, prêts à tout perdre, et nous nous en méfions. Nous les regardons avec embarras, refermons nos ports, cherchons à nous en débarrasser. Je dis colère face au petit égoïsme des nations qui se réunissent pour prendre chacun son quota d'hommes et de femmes, mais certains n'en veulent pas, se braquent, ne veulent plus rien entendre et claquent la porte. D'autres négocient pied à pied, essaient de faire baisser leur part. Pourquoi sommes-nous si peureux ? Nous sommes 500 millions d'Européens et jamais ce nombre ne semble nous conférer de force. Sommes-nous si fragiles ? Pour nous rassurer, nous n'avons qu'à plonger notre regard dans celui des réfugiés. L'Europe, dans leurs yeux, est une terre puissante qui protège et offre la promesse d'une vie choisie. Vous disiez en introduction de ce long poème, souffrir de n'être qu'une voix. Aujourd'hui, vous avez accepté de partager cette voix et elle résonnait tout particulièrement dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. Merci beaucoup à tous d'être venus assister à cette journée du Forum France Culture consacrée à l'Europe. Et un grand merci à vous, Laurent Godet, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. L'Europe, Banquet des peuples, à paraître chez Actes Sud.